Aujourd'hui, nous allons parler de métabolisme et d'effort et on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'une cellule va répondre aux besoins de l'organisme lors d'un effort, et notamment le besoin en énergie. Lors d'un cours sur le vivant, nous avions parlé de l'ATP et de la notion de métabolisme. Alors en fait, nous étions partis des glucides, des lipides et des protides, éléments que l'on va trouver dans notre alimentation, qui vont d'une manière ou d'une autre pouvoir au final rentrer au niveau de nos cellules. Et bien dans ces éléments, en fait, on a de l'énergie. Alors où se trouve l'énergie dans ces molécules? Et bien elle se trouve dans les liaisons chimiques. Et il se trouve que ces liaisons chimiques vont être découpées, et donc on va avoir un dégagement d'énergie, et cette énergie va servir à produire une autre molécule qu'on appelle l'ATP. Et cette molécule, elle a un avantage par rapport aux autres, c'est que les cellules savent très très bien découper certaines liaisons de cette molécule et récupérer l'énergie qui se trouve dans ces liaisons. Et donc on avait dit que au niveau du métabolisme, ce que l'on appelait le catabolisme, c'était la production d'ATP. Alors, production d'énergie, plus exactement transfert d'énergie des glucides, lipides, protides vers l'ATP. Et puis ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est l'utilisation de l'ATP pour, par exemple, construire des molécules, pour permettre des échanges membranaires, par exemple, de molécules d'un côté à l'autre d'une membrane, pourquoi pas faire des mouvements. Et quand on utilise donc cet ATP, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va découper cet ATP en deux autres molécules, une qu'on appelle l'ADP, ça veut dire adénosine diphosphate, sachant qu'ici, l'ATP, c'était adénosine triphosphate. Et donc, en fait, on a arraché un phosphate, donc on va le rajouter de ce côté-ci. Et en arrachant ce phosphate, on a libéré de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va permettre, au final, le fonctionnement de notre anabolisme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une cellule lorsqu'elle va recevoir, par exemple, du glucose? Alors, dessinons une cellule, voilà la cellule. Ici, sa membrane plasmique, son milieu intracellulaire, c'est-à-dire donc son cytoplasme. Ici, j'ai représenté une mitochondrie, sachant qu'on en a plusieurs. Et ici, le milieu extracellulaire. Donc ici, on a du glucose dans le milieu extracellulaire qui va rentrer dans la cellule par l'intermédiaire d'une protéine membranaire qui est d'origine protéique. Le glucose se trouve donc maintenant dans le milieu intracellulaire. Alors, il va subir une dégradation et donc un certain nombre de réactions chimiques vont avoir lieu et on va pouvoir récupérer de l'énergie chimique qui se trouvait dans le glucose pour transférer cette énergie au niveau de l'ATP. Et donc on va produire ici un petit peu d'ATP. Si le métabolisme, la dégradation du glucose s'arrête là, en fait on va produire une molécule qui s'appellera l'acide lactique. Cet acide lactique sera découpé en deux molécules, ce deviendra deux molécules, le lactate et puis les H+. Alors les H+, c'est un problème parce que ça va acidifier le milieu. On en a parlé, on en reparlera ultérieurement. Si par contre maintenant il y a de l'oxygène dans le milieu, alors les produits de dégradation de la glycolyse peuvent rentrer dans le cycle de Krebs. En contrepartie, on va libérer du CO2 et on va libérer à nouveau des H+, donc à nouveau le problème d'acidité. On a découpé à nouveau des molécules, on a donc récupéré l'énergie et on a produit à nouveau quelques ATP. Le cycle de Krebs va produire aussi une molécule qu'on appellera le NADH+. Et ce NADH+ va entrer dans une chaîne respiratoire où il y aura des réactions d'oxydoréduction. Et au final, on va pouvoir produire de l'ATP grâce à ces réactions d'oxydoréduction. Mais bien sûr, pour que ces étapes ici, 1, 2 et 3, production d'ATP, aient lieu, il faut absolument que j'ai de l'oxygène. Donc c'est un métabolisme qu'on appellera aérobie. Aérobie pour, au final, présence d'oxygène.
Alors bien sûr, pour produire de l'ATP, il me faut d'abord deux autres molécules, celles qu'on a explicitées tout à l'heure, l'ADP plus le PI. Et si j'ai tout ça, eh bien je produis de l'ATP. Mais là, j'en produis pas un petit peu, j'en produis énormément. Et d'une manière assez anecdotique, au final, on produit aussi une autre molécule, on produit de l'eau. Donc en bilan, au niveau de ma chaîne respiratoire, si je récapitule le tout, il me faut de l'oxygène. Alors il me faut la moitié d'un oxygène. Il me faut de l'ADP. Il me faut un phosphate inorganique. Il me faut, produit par le cycle de Krebs, du NADH+. Et si j'ai tout ça, eh bien je vais obtenir de l'eau. Alors les hydrogènes viennent d'où? Ils viennent de là. De l'oxygène qui vient de là, plus de l'ATP. C'est-à-dire que j'ai ici utilisé l'énergie qui se trouvait dans le NADH+, pour produire de l'ATP. Donc dans ce que je vous ai dit, en fait, on a deux grandes voies. On a une voie où on n'a pas de consommation d'oxygène, c'est une voie donc qu'on appellera anaérobie et qui libère de l'acide lactique, donc on appellera ça l'anaérobie lactique. Ici, on ne va pas produire beaucoup d'ATP, on va produire 2 à 4 ATP pour une molécule de glucose. J'ai une deuxième voie qu'on appelle la voie aérobie, aérobie parce qu'on utilise de l'oxygène. Et alors là, cette voie, elle va permettre de produire énormément d'ATP. En tout, on va produire plus de 30 ATP. Et on va avoir des déchets. Les déchets, ça sera le CO2, avec une problématique qui est la libération de H+, et donc une problématique d'acidité dont nous reparlerons ultérieurement. Bon, alors, quel type de métabolisme est utilisé lors d'un effort? L'anaérobie ou bien l'aérobie? On va d'abord se poser une première question, c'est quelle est l'évolution du besoin énergétique entre un moment de repos et un moment d'effort? Donc ici en abscisse, on va placer le temps, et là en ordonnée, on va placer le besoin en énergie de notre cellule. Et on s'aperçoit que si je suis au repos jusqu'à ce moment-là, et que je passe en situation d'activité, eh bien mon besoin en énergie va augmenter d'un seul coup. Alors, est-ce que mes cellules sont capables comme ça de fournir d'un seul coup, grâce à l'aérobie, de l'énergie? Eh bien, il va falloir se poser une question qui est comment évolue la capacité aérobie? C'est-à-dire, est-ce qu'au final, notre cycle de Krebs est capable de tourner de plus en plus vite, d'un seul coup? Est-ce qu'il est capable de fournir à notre chaîne respiratoire très rapidement beaucoup de NADH+. Est-ce qu'on est capable aussi de fournir très rapidement beaucoup d'oxygène pour produire au final beaucoup d'ATP d'un seul coup? Parce que le besoin, c'est bien ça. La différence entre ce moment-là où j'étais à ce niveau-ci de métabolisme, eh bien je vais me retrouver à ce niveau-là en termes de besoin en ATP. Eh bien, quand je regarde l'évolution de notre capacité aérobie dans le temps, je m'aperçois que ça ne monte pas d'un seul coup. Il n'y a pas de signal carré. Et il va falloir un certain temps avant que j'arrive à compenser mon besoin, avant que j'arrive à un plateau. Donc pendant tout le temps ici, on n'a pas de compensation du besoin grâce à l'aérobie. Au contraire, vous voyez, toute cette partie que je grise ici, eh bien, c'est une partie où on a un manque d'oxygène, un déficit en oxygène pour produire de l'ATP. Alors il va falloir compenser ce déficit. Alors comment on compense au final cette inertie de notre système aérobie? Alors, on va placer ici en abscisse le temps et en ordonnée le pourcentage de l'effort maximum. Alors vous constatez au niveau de cette courbe que forcément plus le temps est long, moins la puissance maximale développée sera élevée. Si je fais un effort, eh bien je vais m'apercevoir que dans les premières secondes,
l'énergie que je vais pouvoir apporter, en plus de celle que j'utilisais déjà au niveau du métabolisme de repos, l'énergie que je vais apporter, ça n'est pas de l'énergie aérobie. C'est un stock d'ATP que j'ai dans mes cellules. Alors j'ai un tout petit stock d'ATP qui va me permettre de faire un effort de quelques secondes, mais vraiment quelques petites secondes. Et puis j'ai un autre stock de molécules énergétiques qu'on appelle la phosphocréatine. Cette phosphocréatine va me permettre de produire de l'ATP. Mais ces deux stocks-là vont me permettre simplement de durer quelques petites dizaines de secondes. Et donc, si je veux poursuivre mon effort, il faut forcément qu'il y ait une deuxième source d'énergie qui me permette de compenser mon besoin. Cette deuxième source d'énergie, c'est celle qu'on a décrite tout à l'heure, c'est l'anaérobie lactique qui se fait par la glycolyse. Donc on voit sur cette courbe cette augmentation qui va mettre au final quelques dizaines de secondes avant de pouvoir arriver à son maximum. Et puis on voit que ça ne va pas pouvoir durer très très longtemps. Et donc il y a une troisième source qui est le métabolisme aérobie, avec la glycolyse, puis le cycle de Krebs, puis la chaîne respiratoire. Et on a vu effectivement que tout à l'heure, en fait, on n'avait pas une augmentation d'un seul coup, mais on avait une augmentation selon ce genre de courbe avant. D'arriver à un plateau, au final, il faut un certain nombre de minutes. Donc bilan, 3 voies, l'anaérobie lactique et l'aérobie. Et donc on va regarder ces 3 voies selon 3 critères. Quel est le temps nécessaire pour mobiliser ces voies ? Quelles sont les molécules qui sont nécessaires pour réaliser ces voies ? Et puis, combien de temps ça peut durer ? Combien de temps en fait on peut bénéficier de l'apport en ATP par ces voies-là. Pour ce qui est de l'anaérobie lactique, vous voyez, c'est mobilisé très très rapidement. Qu'est-ce qui est mobilisé ? Alors c'est d'abord mon stock en ATP dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi les stocks en phosphocréatine. On va découper le phosphate, la phosphocréatine et la créatine, et en fait on va donc casser des liaisons et on va pouvoir produire de l'ATP à nouveau ici. Donc mes deux stocks possibles, c'est l'ATP en stock qui va me permettre de durer 2-3 secondes, et puis la phosphocréatine qui va me permettre de durer quelques dizaines de secondes, donc on arrivera à un maintien global de cette filière d'une trentaine de secondes. Pour l'anaérobie lactique, il va lui falloir plusieurs dizaines de secondes pour se mettre en place. Donc il s'agit de transformer du glucose en acide lactique. Et puis, globalement, on va pouvoir utiliser cette filière pendant quelques petites minutes. Et enfin, une filière qui permet de durer beaucoup plus longtemps, c'est l'aérobie. L'aérobie, par contre, il va falloir 2 à 7 minutes pour arriver à un plateau, pour pouvoir répondre aux besoins. On peut utiliser ici pas uniquement des glucides comme on l'a vu au final sur l'anaérobie lactique, mais on peut aussi utiliser des lipides et des protéines. C'est ce qui explique qu'il faut des temps de course relativement longs pour fondre en graisse. Et donc en contrepartie, le déchet, ça sera le CO2. L'eau n'étant pas considérée comme un déchet, bien entendu. Et la durée d'utilisation de ce genre de filière, c'est très long. Là, constatez que vous, maintenant au repos, c'est cette filière-là que vous allez utiliser. Par contre, si vous allez faire un sprint, vous allez utiliser plutôt celle-ci dans les premières secondes. Et puis, si vous faites un effort de résistance un petit peu plus long, vous aurez le temps de mettre en place la filière anaérobie lactique. L'idée, c'est que l'organisme préfère fonctionner en aérobie parce que pour un glucose, par exemple, eh bien, on va pouvoir au final produire beaucoup plus d'ATP en aérobie que si on est en anaérobie. Et donc c'est plus intéressant d'utiliser l'aérobie que l'anaérobie du point de vue de rendement. Bilan, eh bien 3 ressources possibles: stock d'ATP et de phosphocréatine, le métabolisme anaérobie lactique, et puis l'aérobie. À très bientôt.